Bonjour à tous. Alors, l'explication de texte numéro 13, 13 dans la liste définitive, puisqu'il y aura une explication de texte 12 que je n'ai pas encore faite sur Montaigne. L'explication 13 donc porte sur l'une des scènes que nous avions à étudier dans les fausses confidences de Marivaux. Il s'agit de la scène 15 de l'acte 1, entre Dorante et Araminte, et c'est la totalité de la scène que j'ai utilisée en explication, puisqu'elle fait un peu plus de 20 lignes, mais enfin, ce sont quand même des répliques de théâtre qui sont assez courtes pour la plupart d'entre elles. Bon, peut-être qu'on vous réduirait un tout petit peu à l'oral, mais ça m'étonnerait. Donc il y a moyen de faire quelque chose de tout à fait correct en 8 minutes, voire 10, parce que là, il y a beaucoup de questions de syntaxe. Je vais le présenter tout de suite. Beaucoup de questions de syntaxe au fil du texte. Et pour les remarques générales, c'est une scène de théâtre, donc il y a un grand nombre de remarques qui portent sur la dynamique de l'échange, de la dynamique du dialogue. L'échange théâtral étant un échange en situation, un échange qui d'ailleurs n'est pas isolé, puisque vous connaissez la pièce tout entière, que vous savez quels sont les éléments de situation initiale, c'est-à-dire ce qui s'est passé auparavant. Vous savez quelles sont les stratégies qui courent sur toute la pièce. Vous avez travaillé particulièrement donc pour les élèves que j'ai sur et pour les autres d'ailleurs je le conseille aussi, sur les stratégies qui s'entrecroisent au fil de la pièce. Et donc là vous savez par exemple que la situation vous impose de tenir compte du fait que Dorante semble ne pas savoir ce qui a été révélé à Araminte dans la scène 14 par Dubois, qu'en réalité Dorante sait ce dont il est question, même s'il n'en sait pas tous les détails, puisque c'est en fait Dubois qui maîtrise la totalité. Et donc cette simple situation finalement à présenter implique une double lecture de la scène, c'est ce sur quoi d'ailleurs je vais m'appuyer, mais surtout il s'agit d'être conscient que l'échange, le marivaudage, pour reprendre un terme que je vais d'ailleurs utiliser au fil de mon explication, le marivaudage porte précisément sur l'ambiguïté, l'ambivalence plutôt de la situation, à la fois professionnelle, la position d'intendant par rapport à une question notariale, qui est la question du mariage par intérêt avec le comte, et des papiers donc à régler, et une lecture aussi amoureuse, lecture qui est celle de l'amour de Dorante pour Araminte, dont on sait qu'il est une donnée initiale de la pièce, qui déclenche d'ailleurs la manipulation générale de Dubois vis-à-vis des autres, mais lecture amoureuse aussi vis-à-vis d'Araminte, dans la mesure où précisément elle a été prise par le charme de Dorante, et que c'est l'un des jalons essentiels de cette pièce que nous avons sous les yeux, cette scène 15 de l'acte 1, qui est la fin de l'acte 1 donc quasiment, jalon dans la mesure où précisément Araminte est prise de faiblesse, comme l'une des didascalies nous le dit, et cette faiblesse qui commence à prendre possession d'elle-même, de son intimité. C'est le sentiment amoureux qui se révèle à elle-même. Elle est déjà amoureuse, mais elle n'en est pas consciente. C'est tout le marivaudage tient dans cette seule explication, déjà amoureuse mais pas encore consciente. En fait, la manipulation de Dubois a pour objectif de rendre conscient cet amour qui est déjà installé, cet amour qu'il a tout fait pour installer dès le départ, et cet amour que Dorante d'ailleurs a aussi tout fait pour installer dès le départ. Donc voilà les grandes données concernant cette explication de texte qui risque d'être un petit peu plus d'une demi-heure quand même, sans doute aux alentours de 3/4 d'heure, mais je rappelle donc un grand nombre d'éléments, et puis surtout je m'appuie sur la procédure que je vous ai présentée en début d'année, en 3 étapes. Donc que dit la scène, là je ne l'ai pas encore fait, je le fais juste après. Mais c'était presque évident, parce que je viens de dire qu'il s'agissait d'une révélation qu'elle était appuyée sur la manipulation de Dubois dans la scène 14, le fait que Dorante avait été congédié par Araminte pour lui demander d'avoir un entretien en seul à seul avec Dubois, et donc c'est une scène dans laquelle Araminte expose son indécision, voire son retour sur une décision préalable,
incertitude, donc, qui est l'isotopie principale. Je vous rappelle la définition que je donne systématiquement du mot isotopie dans ce sens-là. C'est un parcours interprétatif déclenché par un champ lexical, par exemple, ou par un réseau lexical plus large. Et donc ici, isotopie de l'incertitude, on sait que le terme est utilisé par Dorant à la réplique numéro 12. Cette isotopie donc est absolument essentielle dans le passage, et c'est d'ailleurs autour de cette isotopie que je vais construire un projet de lecture. Soit dit en passant, pour plus de précision et pour que ce soit plus simple pour tout le monde, puisque vous n'avez pas tous les mêmes éditions, bref, d'une classe à l'autre, pour mes classes évidemment elles ont la même, mais enfin c'est plus simple, je pars des répliques, donc 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à la réplique 20, ce qui montre bien que le passage fait un peu plus de 20 lignes, mais c'est une numérotation qui me permet de ne pas dire ligne machin à chaque fois, donc vous numérotez à l'avance, ce sera numéroté sur le texte que j'enverrai de toute façon à l'examinateur ou à l'examinatrice, de manière à ce que ce soit plus simple à suivre. Voilà pour les éléments généraux. Alors, j'indiquais qu'il y avait pas mal de questions, et je le confirme, de syntaxe au fil du texte. Il y a donc un élément qui domine, c'est la négation, dont l'utilisation ici stratégique est particulièrement importante. Une négation polémique, très clairement, qui n'est pas vraiment une négation descriptive, négation dont le principe est d'inverser la valeur logique d'un énoncé préalable. Jean est arrivé, Jean n'est pas arrivé. Lorsque je dis Jean n'est pas arrivé, je présuppose d'abord qu'il puisse être arrivé. Et donc, c'est comme ça qu'on pense la négation. La négation est souvent utilisée pour suggérer une affirmation précédente, alors même qu'elle apparaît descriptive. Donc elle n'est jamais véritablement descriptive, elle est toujours un tout petit peu, sinon polémique, du moins oppositive, c'est-à-dire elle oppose le caractère de ce qu'elle nie à l'affirmation de ce qui est nié. Autres éléments, alors la négation apparaît dans les répliques 6, 10, 11, 12 et 17, je crois n'en avoir oublié aucune. Ensuite, nous avons une jolie complétive attribut dans la réplique 1 avec un présentatif et une relative adjectivale. Je pense que j'aurais choisi d'ailleurs cette réplique 1 pour la question de grammaire quant à ce qui me concerne en tant qu'examinateur. Mais il y a un système hypothétique aussi en réplique 15 qui est intéressant. Autre subordonnée, la subordonnée circonstancielle de but à la réplique 7, qui est la réplique d'Araminte. Il est vrai, j'avais envie de vous chercher, d'examiner l'affaire afin de savoir si je ne risque rien à plaider, mais je crois devoir vous dispenser. En l'occurrence, c'est la subordonnée circonstancielle qui m'intéresse, mais dans le cadre précisément de cette double proposition, j'avais envie au passé, mais je crois devoir au présent. Donc voilà une autre subordonnée intéressante au cours de ce passage, que j'ai d'ailleurs commenté au fil de mon explication, mais là je ne fais que la liste des questions de grammaire possibles et surtout des questions de syntaxe que j'ai abordées dans mes 13 pages de prise de notes. Je n'ai pas pu les taper, je ne me réexplique pas sur ce point-là parce que je ne peux pas tout faire non plus, il m'arrive aussi de dormir quand même, et de faire tout un tas d'autres choses d'ailleurs aussi. Voilà pour cette subordonnée. Oui, alors le système hypothétique sur lequel je me suis longtemps arrêté parce qu'il est très très intéressant, avec une utilisation stratégique de la part d'Araminte à la réplique 15. Attendons, si j'allais épouser le comte, vous auriez pris une peine inutile. Passage sur lequel, dans l'ancienne forme du bac, on aurait eu tendance à passer très très rapidement. C'est un système hypothétique à l'imparfait, mais qui finalement gagne beaucoup, ou plutôt nourrit bien l'analyse lorsqu'on s'y attarde un peu, d'où l'intérêt souvent d'entrer dans l'analyse, de faire entrer dans l'analyse cette analyse grammaticale qui se justifie pleinement. De ce point de vue-là, l'inspection générale a eu tout à fait raison, et le ministère, de proposer cette modification du baccalauréat. Donc là, je m'attarderai un tout petit peu sur cette formule, dans laquelle, là aussi, c'est une deuxième question possible qui, je pense, vous sera posée pour ceux qui seraient interrogés là-dessus. Une autre subordonnée, enfin, à la réplique 16. Je croyais avoir entendu dire à madame qu'elle n'avait point de penchant pour lui.
Donc je croyais que, hein, bon, complétive assez simple, avec une forme alternative aussi. Donc là c'est avoir entendu que, mais je croyais avoir entendu dire, et déjà une complétive, mais avec son alternative à l'infinitif, j'y reviendrai, puisqu'on a des alternatives à l'infinitif pour les complétives, lorsque le sujet de la principale, je croyais, est coextensif à celui de la subordonnée, avoir entendu dire, c'est-à-dire je croyais que j'avais entendu dire. Voilà pour les subordonnées, je crois que j'ai fait la liste totale. Bon, j'ai peut-être quelques petites scories hein, dans ce que j'ai dit, notamment réponse 4 et réponse 17, une des réponses elliptiques à l'interrogation précédente, hein, qui est caractéristique de la dynamique du dialogue. Pas seulement chez Marivaux, au théâtre en général, hein, les réponses elliptiques sont importantes. Voir aussi l'utilisation de aller plus infinitif hein, dans un sens prospectif, je vais faire quelque chose, donc c'est assez évident. Sens prospectif qu'on trouve aussi d'ailleurs, ça c'était la réplique 15, dans la réplique 10, hein, le futur prospectif de cette réplique, je ne suis pas heureux, rien ne me réussit, et j'aurai la douleur d'être renvoyé, un futur prospectif qui est utilisé de manière très stratégique de la part de Dorante, et donc de Marivaux bien sûr. Donc voilà pour les éléments, tout d'autant plus qu'il faut rajouter le système hypothétique potentiel que j'étudie pour la réplique 15, qui là aussi nous met dans une situation de prospective, c'est-à-dire de projection dans un futur. Et précisément, il y a d'ailleurs un élément intéressant, parmi tous les éléments de syntaxe que j'ai relevés, on le voit d'ailleurs déjà, c'est autour de l'incertitude aussi, le jeu entre le passé, un présent incertain, incertitude, et la projection vers le futur. On voit bien que dans ce moment, cette pointe temporelle, c'est ma conclusion d'ailleurs, cette pointe temporelle particulière, on a un jeu extrêmement fin de la part de Marivaux, très très marivaudien en l'occurrence, autour du temps et de la temporalité qui est comme suspendue ici sous forme d'une espèce de stase. Stase temporelle donc avec un élément très stratégique dans l'entretien entre Dorante et Araminte hein, qui est finalement tout le cœur amoureux de cette pièce. Donc voilà pour les éléments de syntaxe, on voit bien déjà que leurs commentaires très rapides vous donnent des indications, mais globalement nous sommes là dans les trois grandes questions du programme de première, la négation d'interrogation, et il y a une interrogation à la réplique 3, mais j'ai oublié de le dire, et la négation d'interrogation et les subordonnées, surtout bien sûr, qui sont les plus nombreuses. Voilà pour l'élément, j'ai fait la liste dans les notes que je vous laisserai en document, alors sur Pronote et sur YouTube pour ceux qui seraient uniquement sur YouTube. Donc voilà, pour ce qui concerne la présentation générale. Elle est un petit peu longue, mais ça permet quand même de rappeler d'abord la méthode d'explication de texte, et puis des éléments essentiels. Si je fais autant de remarques sur la syntaxe, c'est précisément parce que je vous ai dit qu'on ne fait pas d'explication de texte sans syntaxe, sans analyse de la syntaxe. Vous devez absolument vous appuyer sur l'analyse de la syntaxe pour nourrir votre propos. Ça ne veut pas dire que ça doit devenir une paraphrase syntaxique, au contraire, mais enfin, de temps en temps, il s'agit de comprendre la stratégie de quelqu'un qui vous parle par le biais d'une interrogation sur les formes employées d'un point de vue syntaxique, qui les types de phrases, qui les subordonnées par rapport à des principales, qui la négation, ainsi de suite. Alors, concernant cette explication de texte, je vous rappelle quand même, avant de commencer, que je ne vous demande pas d'apprendre ces 13 pages par cœur, ce serait absurde, et d'en faire une espèce de condensé ultra rapide de l'ordre d'un personnage de dessin animé en 8 ou 10 minutes si vous intégrez la question de syntaxe. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit tout simplement de vous donner l'ensemble des éléments qui permettent de nourrir une analyse précise du fonctionnement de ce passage pour vous donner le moyen de choisir parmi ces éléments un projet de lecture valable et un projet de lecture qui ne soit pas de la paraphrase, mais de toute évidence, vous allez devoir élaguer, en tout cas choisir, donc élire un certain nombre de phénomènes et ne pas en élire d'autres. Ça ne veut pas dire que vous ne les connaîtrez pas, mais tout simplement que vous ne pourrez pas, vous n'aurez pas le temps de les présenter. Donc, moi je fais un document entre guillemets complet, encore il y aurait sans doute d'autres choses à dire, mais un document qui permet de traiter de l'ensemble des grandes questions dans ce passage, et il s'agit que vous négociez ensuite. Il y a une partie qui vous appartient,
que vous avez déjà d'ailleurs commencé à faire sur d'autres textes de manière tout à fait satisfaisante, que vous donc négociez votre explication de texte seul à partir des éléments qui vous sont proposés et que vous en fassiez un propos fluide pendant une dizaine de minutes. Pour ce petit problème de gorge, je suis désolé, au moment où je parle, que je vous parle de façon fluide et longtemps, j'ai toujours la voix qui me gêne un peu. Alors, je rappelle donc qu'il s'agit dans l'introduction de présenter très rapidement la situation, c'est-à-dire l'état de l'action, dans la scène, elle-même nourrie d'une situation initiale. J'aurais plutôt tendance à inverser par rapport à l'ordre chronologique, voudrait qu'on commence ça par la situation initiale, mais je pense qu'il est préférable de commencer par la situation du passage lui-même, parce que c'est lui qui est au cœur de votre explication. Et ensuite, d'utiliser la situation initiale pour le faire parler, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure quand j'ai présenté les éléments globaux de ce passage. Donc, vous indiquez la situation, c'est ce que j'ai noté dans le document que je vous mets, en pleine confusion après les révélations de Dubois, scène 14, concernant Dorante, fou amoureux d'elle. Araminthe décide de faire croire à Dorante, elle décide donc, elle devient meneur de jeu à son tour, qu'elle envisage finalement d'épouser le comte pour régler son procès. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans cette présentation, c'est que Araminthe, à son tour, devient meneur de jeu, mais ce que ne sait pas Araminthe, et c'est ce sur quoi il va falloir que vous insistiez, et c'est ce que je mets précisément dans mon projet de lecture, c'est le fait qu'il y a une double mise en scène, un double meneur de jeu, autrement dit un double théâtre dans le théâtre, puisque Araminthe joue une scène de théâtre, une scène préparée à l'avance à Dorante, avec lequel donc elle veut jouer le jeu de l'amour et du hasard, pour reprendre le titre d'une pièce de Marivaux, préalable. Mais Araminthe elle-même est l'objet d'un jeu de la part de Dubois et de Dorante, qui lui-même donc est un double jeu. Donc. Et c'est intéressant évidemment, puisque ce qui fait jouer ce jeu du meneur par Araminthe, c'est le fait qu'elle a acquis du savoir, son savoir a augmenté, et donc son pouvoir sur Dorante, et elle veut faire agir le sentiment de Dorante particulièrement. Donc, si Araminthe a pour objet de manipuler en faisant une fausse confidence, je vais finalement peut-être épouser le comte, et donc je n'ai plus besoin de vous en tant qu'intendant, elle flanche en réalité devant Dorante, ça c'est la situation des forces en présence dans la scène qui vous intéresse, et donc c'est cet élément qui est particulièrement important de cette manipulation, cette double lecture de la scène entre le thème amoureux d'un côté et le thème professionnel de l'autre, et ces éléments s'entrecroisent, s'entremêlent dans une espèce de polyphonie extrêmement brillante de la part de Marivaux, qui est coutumier du fait. Et j'ajouterai d'ailleurs un élément que je traite d'ailleurs un tout petit peu après, qu'il faut tenir compte du fait qu'il y a finalement une valse-hésitation dans ce passage, qu'on appelle une valse-hésitation, donc avec un tiret entre les deux mots. C'est-à-dire, Araminthe avance son pion, comme aux échecs, elle avance vers une décision, une semi-décision du moins, je vais sans doute... Mais finalement, elle se rétracte parce qu'elle hésite, parce qu'elle est prise par le sentiment, elle hésite, elle revient en arrière, on a l'impression qu'on a un retour au point zéro. En fait, on a bien une valse-hésitation amoureuse qui est importante, et c'est ça précisément qui nous importe, et que nous allons étudier dans ce passage. Mais ce qui est important donc, c'est de retenir ces éléments-là. Donc, pris entre deux stratégies, là pour le coup je prends un tout petit peu de distance avec le cœur même de la scène pour pouvoir proposer un projet de lecture qui tienne compte de cette situation de la scène dans l'œuvre, pris entre deux stratégies, celle de Dubois, celle d'Araminthe, le spectateur est amené à observer l'avancée du sentiment chez Araminthe, l'incertitude quant au savoir de Dorante nous entraîne à une lecture du soupçon, pour reprendre l'expression de Christophe Martin dans un des articles que je vous avais distribué. Lecture du soupçon en effet, puisque nous ne savons pas si Dorante est au courant de ce que vient d'annoncer Dubois,
en tout cas des détails que Dubois vient d'annoncer, ou si au contraire il n'est pas au courant. Et cette incertitude, je la vois confirmée, et ceux qui travaillaient la semaine précédente, je le leur ai dit, la deuxième scène que nous avons étudiée, l'acte 2, scène 15, montre que précisément Dorante, qui fait son aveu amoureux là cette fois-ci, dans la scène 15 de l'acte 2, se jette donc aux genoux d'Araminte, c'est page 89 donc de notre édition, à partir de la ligne 726 donc, alors même que Marton, dont nous savons par la suite qu'elle a été envoyée par Dubois manipulée, entre dans la pièce et se rend compte que Dorante est au pied d'Araminte pour lui faire sa déclaration d'amour. Dorante, donc, ligne 730, feignant d'être déconcertée, il s'agit d'une didascalie, mais une didascalie pas particulièrement importante, parce qu'elle prouve précisément que Dorante sait ce qui est en train de se passer et sait que Marton était censé entrer. Et donc, Dorante joue un jeu tout le temps. Il n'est pas naturel. Ça n'empêche pas que son sentiment puisse être naturel, mais en revanche, il joue un jeu. Et là, nous ne savons pas dans cette scène-là, si Dorante joue un jeu ou pas, et c'est évidemment particulièrement important. Je déploie un certain nombre de choses, vous n'avez que 2 minutes pour faire cette présentation, mais évidemment, si vous avez ça à l'esprit, ça rend cette scène quand même plus intéressante et ça rend votre lecture évidemment beaucoup plus fructueuse. Je passe très rapidement sur la dynamique, parce que d'abord je l'ai mise dans mes notes, et parce qu'elle va nourrir précisément mon explication de texte, c'est-à-dire que c'est elle qui est à l'origine de la lancée de chacune de mes parties, de chacune de mes 3 parties, dans l'explication de texte. Donc une première partie jusqu'à la ligne 633, qui est que j'ai intitulé « Où en étions-nous ?» réplique 1 à 6. Puis, à partir de la réplique 7, nous entrons dans un deuxième temps où Araminte semble se raviser par rapport à sa décision de ne pas épouser le comte, celle précisément qui lui avait fait accepter Dorante au début de la pièce. Elle semble se raviser, donc réplique 7 à 10, avec ici le début de la manipulation d'Araminte. Mais, troisième temps, elle ne tient pas devant la mine déconfite de Dorante, donc réplique 11 à 20, donc c'est la partie la plus longue de cette scène, on pourrait d'ailleurs faire une première partie avec, moi j'ai séparé les deux éléments 1 et 2, donc en 2 éléments, mais on pourrait très bien en faire une seule, et faire ensuite de celle-ci une deuxième partie, ça c'est comme vous voulez, c'est peu importe. Quoi qu'il en soit donc, que cette dynamique nous montre bien qu'il y a une valse hésitation, et qu'Araminte a été prise par l'émotion au début, mais que la raison reprend le dessus pendant un deuxième temps, et qu'elle essaye de manipuler, qu'elle essaye de jouer de lui, mais en fait, l'amour rend cette utilisation de la raison en partie inefficace. On sait que c'est une théorie de Marivaux, et donc elle revient cette fois-ci, elle ne tient pas devant la mine déconfite de Dorante, elle se laisse gagner par l'amour. Je passe rapidement sur ce que j'ai écrit ensuite, parce que je l'ai dit auparavant, sur les fameux 2 thèmes, le procès, l'amour, naissant d'Araminte pour Dorante. Ce qui est intéressant, donc, c'est que Araminte fait jouer le thème 1, le procès, pour traiter du thème 2, l'amour. Le thème 1, le procès, qui est la stratégie 3, en l'occurrence, qui l'oppose à sa mère et au comte concernant le choix d'un intendant qui donnerait un avis qui va dans le sens du projet de Madame Argante, alors que le thème 2, l'amour, et l'amour naissant, et l'amour qu'on est en train de reconnaître, c'est précisément l'objectif de la stratégie 1 de Dubois vis-à-vis d'Araminte, faire en sorte que ce sentiment naisse au jour et en pleine conscience pour Araminte. Donc évidemment, ce que j'ai dit aussi, mais je le redis ici, c'est le contre-pied d'Araminte, dans le cadre de cette valse hésitation, d'abord une avancée, puis un retard et même une rétroaction. Donc là c'est assez évident, et on peut d'ailleurs tout à fait s'en servir pour expliquer de manière un petit peu plus rapide que ce que je vais faire par la suite, même si j'en donne des détails importants. En apparence il y a une action, mais en fait dans ce retour en arrière c'est bien Dorante qui est témoin de la fragilité d'Araminte, et c'est d'ailleurs ce qu'il va commenter dans la scène suivante, tout à fait satisfait de l'avancée de la stratégie de Dubois, considérant qu'elle est en train de prendre précisément. Alors première section donc de ce passage, donc de la réplique 1 à la réplique 6,
hein, qui se termine donc par ajouter que vous n'étiez pas porté à ce mariage. C'est la confusion d'Araminte, hein, qui domine ici, confusion qui, nous le savons, a été déclenchée par la scène précédente, hein, les confidences fausses, évidemment, qui justifient le titre de la pièce. Fausses confidences donc faites de Dubois à Araminte, et cette confusion est rendue plus forte, plutôt l'effet de cette confusion est rendu plus fort par la didascalie qui impose la situation d'Araminte seul sur scène pendant un certain temps, le temps que Dorante arrive, et la première réplique donc est prononcée en l'absence de Dorante, et c'est cette réplique précisément que je vais étudier sous le point de vue syntaxique, parce qu'elle est particulièrement importante et pas tout à fait évidente à prouver. Alors, c'est une complétive, hein, c'est une subordonnée, du moins, commençons par ça. C'est une phrase à subordonner. La vérité est que voici une confidence dont je me serais bien passé moi-même, qui d'ailleurs contient elle-même une autre subordonnée. Cette subordonnée, comme je vous l'ai expliqué, vous la situez donc, on a une phrase matrice, c'est la phrase complète, dans laquelle intervient un verbe attributif, la vérité est quelque chose, hein, la vérité est seule, par exemple, la vérité est trompeuse, ou que sais-je. On voit bien ici que ce qui suit est donc attribut de la vérité. Et concernant, donc là j'ai une subordonnée, puisque j'ai deux verbes différents, est, et puis ensuite voici une confidence. Alors en plus c'est un petit peu compliqué, parce que c'est ici pas un verbe mais un présentatif, mais enfin il a une origine verbale, hein, voici, à partir du verbe voir, et une troisième proposition dont je me serais bien passé moi-même avec un troisième verbe. Donc ici j'ai trois fonctionnements verbaux, ou deux verbes et un fonctionnement verbal, et donc la première, j'ai une phrase matrice et une sous-phrase à l'intérieur. Pour savoir si j'ai une relative ou une complétive, je fais le test de l'effacement, comme je vous l'avais dit, du terme subordonnant, ici que pour le premier, et je regarde le reste de la subordonnée, je vois si elle est complète ou pas. Si elle n'est pas complète, c'est une relative, puisque ça signifie que le terme subordonnant est un pronom, puisque si je l'enlève et qu'il manque, ça veut dire qu'il a une fonction dans la phrase. Alors que pour la conjonction, si je l'enlève, elle ne manquera pas, puisque c'est juste une attache entre les deux. Or ici, elle ne manque pas. Je peux très bien dire, voici une confidence dont je me serais bien passé moi-même. C'est une phrase complète, elle n'est complétée par rien d'autre dans la phrase, donc le que est une conjonction et pas un pronom relatif. J'ai donc ici une subordonnée complétive, attribut du sujet, la vérité. Laquelle subordonnée complétive contient elle-même une subordonnée, en l'occurrence ici relative, je la reconnais parce que c'est dont qui est le terme relatif, le pronom relatif utilisé, hein, qui est caractéristique des relatives. Une confidence dont je me serais bien passé moi-même. Je me serais bien passé moi-même, il me manque quelque chose, de quelque chose, en l'occurrence de cette confidence, et donc dont est bien un pronom relatif, et c'est une relative adjectivale, puisque une confidence inopinée, une confidence impossible, une confidence inquiétante. On voit bien que tous les éléments auxquels je substitue cette subordonnée sont des adjectifs, épithètes, donc c'est une relative adjectivale, que je qualifierais plutôt d'ailleurs de relative adjectivale déterminative, parce que c'est une confidence particulière dont je donne le sens et la détermination exacte à travers cette relative. Donc voilà pour les éléments précis qu'on doit utiliser à partir de la notion de complétive ou de relative. Hein. Prouver d'abord que j'ai une subordonnée avec deux propositions, puis dès lors que j'ai déterminé qu'il s'agissait bien d'une subordonnée, donc autrement dit une sous-phrase intégrée dans une phrase au niveau des constituants, je fais le test de l'effacement du terme subordonnant. Lorsque ce terme subordonnant ne manque pas en étant effacé, c'est une complétive parce que la phrase qui suit est complète, la sous-phrase est complète. Lorsque je l'enlève et qu'il manque, c'est forcément un pronom relatif, et donc dans ce cas-là, j'ai une subordonnée relative. Donc voilà pour la méthode employée. Alors ce qui est intéressant, hein, c'est qu'il s'agit d'un commentaire de l'énonciation. La vérité est que voici une confidence. En fait, voici une confidence est la vérité. Hein. C'est donc un commentaire énonciatif, un commentaire de l'énonciation en cours. De même d'ailleurs que le présentatif qui suit, voici une confidence dont je me serais bien passé moi-même, qui équivaut à l'emphase sur je me serais bien passé moi-même de cette confidence, avec une tournure qui est d'ailleurs une tournure extractive. Voici une confidence dont, ainsi de suite.
Et donc on a deux phénomènes ici d'emphase qui mettent en valeur la confusion, alors même que précisément, Araminte est en train d'expliquer qu'elle se s'en serait bien passée, donc elle l'aurait bien effacée. Donc c'est une mise en valeur de la confusion qui est importante, parce que précisément c'est le début de la scène. Et donc immédiatement, Dorante entre pendant qu'elle termine cette phrase, et il fait donc les saluts conventionnels, un salut conventionnel lié à son statut d'intendant, bien sûr, mais qui a une lecture double, et c'est le début là de la lecture double à laquelle précisément Marivaux essaie de nous amener, la lecture syleptique, donc pour reprendre le terme de syleps que j'avais déjà utilisé en cours, puisque j'ai une lecture qui relève à la fois d'une mise en scène hiérarchique professionnelle, entre l'intendant et sa patronne, entre guillemets, et deuxièmement, une mise en scène hiérarchique liée à l'amour courtois, dans laquelle l'homme, le chevalier servant, est sous la dépendance hiérarchique et amoureuse de sa belle. Évidemment, le fait que cette salutation soit syleptique et ambivalente est recherché par Dorante lui-même, hein, qui parle de l'amour systématiquement de cette manière-là. Et ce procédé, évidemment, va se répandre sur l'ensemble du passage pour confirmer cette double lecture que fait elle-même d'ailleurs Araminte très rapidement. Dans la réplique 3, Araminte donc confirme de façon oui monsieur, donc qu'ils avaient une relation discursive auparavant, dans la scène 12 en l'occurrence, et par le biais d'une question partielle, de quoi vous parlais-je, elle se replace dans cette discussion tout en disant qu'elle l'a oublié, ce qui est d'ailleurs un signe de la confusion liée à la confession qui lui a été faite. Autrement dit, cela confirme, aux yeux de Dorante qui le sait, puisqu'il sait quelle est la manipulation de Dubois, cela confirme qu'elle est en effet prise par le sentiment et qu'il va pouvoir jouer de cette confusion de la part d'Araminte. Trace de la confession donc qui se manifeste dès cette réplique-là, je l'ai oublié, qui le manifeste d'ailleurs aussi, hein, l'oubli avec la reprise anaphorique et l'apostrophe de ce dont il était question dans la discussion, étant une trace effectivement d'une préoccupation différente. Donc Dorante, là ici l'échange fonctionne de manière tout à fait régulière, hein, même lorsqu'on est en train de reprendre quelque chose, on interroge celui qui est en face, il vous répond de manière directe, hein, de quoi vous parlais-je, d'un procès avec monsieur le comte d'Orémont. On voit bien ici que l'utilisation du groupe prépositionnel et de la préposition de dans la construction de la phrase de l'interrogation précédente à la réplique 3 montre bien que cette réponse est en miroir exact avec la question qui avait été posée. Avec monsieur le comte d'Orémont, on est toujours dans ce propos de l'intendant, hein, qui doit respecter évidemment les aristocrates qui se présentent et les gens qui sont à un niveau supérieur à lui, puisque précisément ici il est en position de domesticité. Monsieur le comte d'Orémont, donc avec le titre donc associé au nom de famille. Je rappelle que dans les codes orthographiques, qui fonctionnent d'ailleurs toujours aujourd'hui, lorsque le mot comte est devant le nom de famille, il prend une minuscule, alors qu'en réalité, lorsqu'il est tout seul pour désigner le titre, monsieur le comte, il est avec une majuscule. On voit bien d'ailleurs à la ligne 654, lorsqu'Araminte dit « si j'allais poser le comte », et là le mot comte est avec une majuscule. Je ferme cette petite parenthèse. Et donc, ce fonctionnement régulier, hein, qui est intéressant parce que précisément, malgré l'obstacle, il y a quand même quelque chose de fluide. C'est donc ici la stratégie 3 qui est évoquée. Cette stratégie 3, le procès avec monsieur le comte d'Orémont, est précisée d'ailleurs immédiatement par Araminte, qui évidemment installe sa stratégie. Je me remets donc, dit-elle, c'est qui elle remet donc, ce qui fait écho à je l'ai oublié, et je vous disais qu'on veut nous marier, avec ici une situation, restitution de l'argumentation première d'Araminte. On veut nous marier, donc il s'agit en l'occurrence de la désignation de la stratégie 3, Madame Argante ayant pour objet cette stratégie ayant pour objet de la marier avec le comte. Mais ce qui est intéressant, c'est que
D'abord, elle utilise le on comme pour impersonnaliser la source de cette stratégie, au lieu de dire ma mère, par exemple, ce qu'elle aurait très bien pu dire, elle l'impersonnalise pour le rendre presque inatteignable. Et deuxièmement, il y a un élément qui est particulièrement important, c'est le nous. Parce qu'elle dit on veut nous marier, il y a donc union du comte et d'Araminte dans le même pronom, alors qu'elle aurait très bien pu dire on veut me marier à lui, ce qui aurait été une séparation des deux. Or ici, elle choisit un pronom qui est de l'ordre de la réunion par avance, ce qui va confirmer évidemment son lien avec cette stratégie vers laquelle elle semble pencher dans la manipulation vis-à-vis de Dorante. Et Dorante d'ailleurs comprend fort bien ce signal, puisque en réplique 6, il s'implique cette fois-ci beaucoup plus, il intervient avec ce « je » qui est important. Vous alliez « je crois » avec un verbe lié à l'implication personnelle, mais aussi à la croyance, donc autrement dit à la modalité épistémique, une modalité qui est autour du certain et de l'incertain, donc il prend quand même quelques précautions, d'abord parce qu'il est intendant, il est en position dissymétrique du point de vue du pouvoir, mais cette insertion donc du verbe « je crois » est importante parce qu'elle est aussi une implication personnelle. Il y a donc évolution de sa prise de position, mais aussi précaution oratoire. Il est en train de rappeler quel était l'argument principal et la prise de position d'Araminte dans la scène 4, vous reprendrez si ce n'est pas la bonne, c'est peut-être la 5, qui est entre Dorante et Araminte, la scène 4 de l'acte 1, dans laquelle précisément Araminte, c'est un petit peu plus tard, ça doit être la scène 10, c'est quand Araminte réagit à l'entrée désagréable de Madame Argante, pour le coup, concernant sa volonté de marier et sa volonté de jouer sur le statut de sa fille. Araminte qui donc réagissait violemment dès la scène 10, si mes souvenirs sont bons, concernant ce projet, et donc Dorante qui replace la situation, certes, de la scène 12, mais aussi de ce qui précède, parce que c'est son intérêt, d'autant plus que c'est lui, précisément, qui a fait qu'elle a pris cette position extrêmement forte. Dorante donc lui rappelle cette position extrêmement importante, tout en prenant des précautions oratoires. Il n'est pas en position de force, il le sait, et donc il doit prendre quelques précautions. On peut s'intéresser particulièrement à l'expression être porté à, qui est nié, qui est intéressante. Là aussi, voilà une question de grammaire importante. Vous alliez, je crois, ajouter que vous n'étiez pas porté à ce mariage. On voit bien la précaution dans le discours indirect. Vous alliez ajouter que, il s'agit ici de donner l'impression nette qu'on reporte, qu'on repropose les discours de l'autre, un discours rapporté, qu'on rapporte donc ses propos de manière fidèle, et surtout de ne pas le faire parler à l'excès, d'où l'utilisation d'une espèce de locution un petit peu euphémisante. Vous n'étiez pas porté à ce mariage, qui semble être l'euphémisme pour ne pas vouloir de ce mariage, ou s'opposer à ce mariage. On voit bien ici l'utilisation stratégique, j'avais parlé de ça tout à l'heure quand j'ai présenté les questions de grammaire, l'utilisation stratégique de la négation totale, associée avec une locution qui dilue un tout petit peu le sens du verbe vouloir. On est ici parfaitement dans la négociation des positions de force et dans la négociation du discours rapporté, puisqu'il s'agit d'éléments, pour l'instant, qui font partie des parties précédentes, autrement dit de tout l'acte 1 précédemment. Donc d'abord, ici un bilan rapide de cette première section, qui est importante. La reprise, donc, premier phénomène important, c'est la reprise de la discussion d'affaires marquée par la confusion, Araminte qui se maîtrise et qui s'oppose à Dorante, qui l'aide à reprendre le fil. Fonctionnement régulier du discours qui s'enraye malgré tout quand il est question du mariage, avec des variations importantes et inquiétantes pour Dorante, puis des variations dans le discours d'Araminte. Dorante qui essaie précisément de reprendre la version précédente. On a ici un conflit de versions dans les discours rapportés, qui est important, et puis enfin donc Araminte qui se reprend et domine par son statut. Elle s'apprête à sortir ses batteries pour exprimer les choses sous la forme d'un lexique guerrier. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour toutes mes
toutes mes annonces de partie pour ce propos. Donc, deuxième partie, Araminthe qui manipule Dorante. La combativité d'Araminthe ici est particulièrement nette dans cette partie centrale. Je rappelle qu'il est important de noter quand même que c'est un personnage féminin qui domine dans cette pièce. C'est un élément particulièrement important qui permet un tout petit peu de tempérer ce que disent certains sur le caractère sombre de cette pièce, que je ne partage pas, je l'ai déjà dit. Cette partie donc commence par un changement de position, une évolution importante dans tout ce qui concerne le mariage, toute l'action liée au mariage et les prises de position liées au mariage. On voit en effet que Araminthe donc avait réagit à ce que dit Dorante préalablement. Il est vrai, dit-elle, c'est-à-dire, il est vrai, je n'étais pas portée à ce mariage, mais elle fait passer, elle fait passer le propos du vouloir au ne pas pouvoir. J'avais envie de vous charger, j'avais envie d'eux qui confirme effectivement ce vouloir, mais ce vouloir au passé, avec ici une locution verbale à l'imparfait, de vous charger d'examiner l'affaire. Je passe très rapidement sur la subordonnée que je vais commenter après, mais je crois devoir, au présent, je crois devoir vous dispenser de ce travail, je ne suis pas sûr de pouvoir vous garder. On a une succession particulièrement intéressante ici de modalités qui doivent être commentées. Vouloir, avoir envie d'un côté, devoir, ne pas pouvoir. On est ici dans une opposition très nette, en fait, comme si de l'extérieur, c'est une modalité logique, le pouvoir et le devoir, de l'extérieur, quelque chose s'était imposé, un obstacle s'imposait à Araminthe, cet obstacle qu'elle a présenté sous la forme d'un pronom indéfini dans la partie précédente, et ce ne pas pouvoir, ligne 137, donc, qui devient la nouveauté des relations entre les deux. On va voir d'ailleurs combien Dorante va jouer ensuite de ces éléments et va faire évoluer jusqu'à ce qu'elle revienne d'ailleurs sur cet élément-là. Donc on a un élément important avec en plus une analepse à l'imparfait, j'avais envie, c'est-à-dire un retour au passé, une réévocation du passé. Elle confirme, c'est une concession à l'adversaire, qu'en effet elle avait dit une telle chose, mais que, adversatif, donc entre les deux, mais je crois devoir, qui introduit un contre-pied argumentatif, avec un changement d'avis au présent d'énonciation, je crois devoir vous dispenser, avec malgré tout un grand nombre de précautions, là encore, j'en avais vu dans la réplique précédente, je crois devoir, je ne suis pas sûr, qui sont des formules de précaution, je crois devoir, ça n'est pas je dois vous dispenser, c'est un élément supplémentaire, c'est-à-dire peut-être que je me trompe, peut-être que se croire qui est toujours lié à la modalité épistémique et qui est particulièrement important dans ce passage, qui est d'ailleurs la même modalité qui est utilisée par la suite, je ne suis pas sûr de pouvoir vous garder. On voit que cette modalité épistémique vient comme une espèce d'écran de filtre vis-à-vis des modalités logiques que sont le devoir et le pouvoir. Et finalement, donc, dans toute cette phrase, l'idée centrale, garder ou ne pas garder Dorante, elle aussi suppose de raviver la double isotopie, ce que j'appelais une silepse tout à l'heure, ce que j'appelle d'ailleurs une silepse. On peut parler d'ambivalence tout bêtement, c'est pas la peine d'utiliser le mot silepse si vous ne voulez pas l'utiliser, puis surtout si vous voulez être très clair vis-à-vis de la personne qui vous écoute, parce que le terme de silepse est quand même moins utilisé qu'un certain nombre d'autres figures, donc n'hésitez pas à dire, si vous utilisez la notion de lecture sileptique, de tout simplement dire qu'il y a actualisation de deux sens en même temps sans qu'on puisse se décider sur l'un ou sur l'autre, autrement dit ambivalence. Vous gardez en effet, c'est une isotopie professionnelle ici qui est utilisée, vous gardez en tant qu'intendant, mais elle ne le dit pas. Elle dit uniquement vous, et l'utilisation du pronom personnel non descriptif permet cette ambivalence. Donc isotopie professionnelle d'un côté, isotopie amoureuse de l'autre, vous gardez en tant qu'amoureux et en tant que personne dont je suis amoureuse de plus en plus. On voit aussi, je rappelle là quelque chose que j'avais déjà utilisé, mais que c'est pas la peine de le répéter 50 fois, l'utilisation de cette négation totale, je ne suis pas sûr, qui laisse en suspens du point de vue de l'incertitude l'affirmation logique inverse, je suis sûr que je ne peux pas, et qui joue précisément de ces
de ces changements de perspective logique. Et donc, Dorante prit, là cette fois-ci, hein, l'affirmation et la manipulation a commencé, donc Dorante relance, et relance d'un point de vue émotionnel, hein, l'échange à madame, avec donc cette interjection avec point d'exclamation, hein, qui insiste d'un point de vue énergique sur l'échange en cours. Vous avez eu la bonté de me rassurer là-dessus. Intéressant combien la tactique qui est utilisée ici par Dorante utilise de nouveau le passé, hein, ce passé heureux, ce passé utopique, quasiment, ou en tout cas ce passé idyllique, du moins, entre Araminthe et Dorante. Et on voit bien l'utilisation, sur laquelle j'insistais tout à l'heure, sur la pointe temporelle dans laquelle on se trouve entre un passé idyllique et un futur prospectif un petit peu sombre vers lequel semblent arriver les deux personnages et sur lequel précisément veut jouer Dorante en jouant au présent, dans ce moment présent extrêmement précis, sur sa situation. Vous avez vu, on voit ici d'ailleurs que Dorante n'utilise pas le passé simple, il aurait très bien pu, au XVIIIe siècle, c'était d'ailleurs tout à fait courant, vous eûtes la bonté, mais ici il utilise le passé composé qui suppose une proximité psychologique plus importante que le passé simple, qui lui est coupé de la situation présente, alors que le passé composé, lui, vous avez vu la bonté, et manifeste cette proximité psychologique de l'action précédente sur le moment présent, autrement dit c'est encore là, je le sens au fond de mon cœur, et cette incertitude de le garder est présentée ici comme n'étant pas due à elle, et c'est la raison pour laquelle Dorante précisément réinvestit avec le titre Madame, mais ce titre, Madame, qui est quand même particulièrement ambigu et particulièrement ambivalent et qui relève précisément de cette lecture syleptique dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est à la fois un titre convenable, poli, qu'on utilise pour une dame qui en l'occurrence est ta patronne, mais c'est aussi Madame, le titre qu'utilisaient précisément les chevaliers dans l'amour courtois, donc c'est particulièrement important. Et implicitement, c'est important aussi dans cette réplique, numéro 8, Dorante, lorsqu'il dit « vous avez eu la volonté de me rassurer là-dessus », insiste sur le fait qu'elle ne peut pas changer d'avis, que c'est impossible, hein, vous n'allez donc pas changer d'avis, ça n'est pas possible. Et Araminthe est amené précisément à discuter son changement et non pas le fait et à non pas donner la réponse, mais à discuter son changement, ce qui prouve qu'elle ne peut plus avancer dans sa manipulation. Araminthe, qui fait ici une présentation presque détachée, oui, mais je ne faisais pas réflexion que j'ai promis à monsieur le comte de prendre un intendant de sa main. Vous voyez bien qu'il ne serait pas honnête de lui manquer de parole, et du moins faut-il que je parle à celui qui m'amènera, avec ici donc une présentation narrative de la situation précédente et de la situation avant qu'elle tombe amoureuse, entre guillemets, ou du moins qu'elle soit émue par Dorante, qu'elle tombe amoureuse de Dorante ou qu'elle soit émue par lui. Et ce rappel presque détaché de la situation initiale est important parce qu'il s'associe à une implication de l'interlocuteur. Vous voyez bien, ici il s'agit du voir intellectuel, et associé à un point de vue moral, donc ici une vision axiologique des choses, le point de vue moral, c'est-à-dire le bien et le mal. Il ne serait pas honnête de lui manquer de parole, avec ici encore une négation importante du point de vue du rapport dans les valeurs logiques entre le positif et le négatif, entre l'affirmatif et la négation. Et donc ce qui est important enfin, c'est qu'elle laisse du champ. Elle utilise des formes de précaution, j'en ai beaucoup parlé auparavant, je ne déploie pas, mais nous sommes ici dans le jeu du chat et de la souris. Dans ce qu'elle dit par exemple, du moins faut-il que je parle à celui qui m'amènera. Dans le marivaudage, et on est dans une scène de marivaudage de façon tout à fait évidente, nous sommes sur une pointe, sur quelque chose de très très fragile, et on déploie un grand nombre de précautions, on amplifie le phénomène par le biais de la parole, et le jeu du chat et de la souris, le jeu de l'amour et du hasard, le marivaudage est un jeu sur des situations qui pourraient être sombres, mais qui ne le sont pas.
parce qu'il y a jeu précisément amoureux, en fait c'est tout l'amour qui se déploie autour de cette reproduction d'une situation précédente, de cette production discursive aussi d'une situation amoureuse. On voit donc ce du moins qui suppose une opposition sous une forme partielle, c'est assez proche, ce groupe prépositionnel du moins, qui est ici en l'occurrence un connecteur argumentatif, assez proche d'une concession du point de vue de la grammaire. Et du moins qui suppose là encore qu'elle fasse appel au point de vue de l'autre, qu'elle implique l'interlocuteur, qu'elle en fasse le centre de son propos sans véritablement le dire, mais le regard moral, elle le fait porter à l'interlocuteur, elle ne lui impose pas. Stratégie là encore, évidemment. Alors, c'est là que Dorant choisit, et il a fort raison, hein, c'est tout à fait ce qu'il faut faire, d'exposer ses sentiments. Je ne suis pas heureux, rien ne me réussit. On a ici deux formes négatives importantes, hein, qui là aussi peuvent d'ailleurs vous être proposées aux commentaires. Je pense que j'aurais proposé les deux éléments. Et c'est une négation, non, d'abord une négation totale, hein, je ne suis pas heureux, sur une phrase attributive, être heureux, bon, et une négation partielle, hyperbolique, rien ne me réussit, qui s'oppose donc à quelque chose me réussit, ou tout me réussit, avec la présence de ce rien dans une structuration impersonnelle, donc une négation ici utilisée de façon hyperbolique. On est toujours dans cette inversion logique des affirmations correspondantes, et ça suggère que les choses sont encore possibles, ce que d'ailleurs confirme l'utilisation du futur prospectif juste après, et j'aurai la douleur d'être renvoyé. C'est pas j'ai la douleur, c'est j'aurai la douleur. Certes, c'est plus fort qu'un conditionnel, et donc moins virtuel, mais malgré tout, il y a une forme de virtualisation parce que ça n'est pas encore réalisé. Donc reprise de l'indécision isotopique dont j'avais parlé précédemment, hein, CF notamment la remarque 6, et l'indécision, il s'agit de montrer qu'on est certes dans une évolution des choses qui n'est censée pas avoir été maîtrisée, mais en réalité qu'on peut encore agir par le biais du langage sur la situation amoureuse qui est en cours. Il s'agit de susciter la pitié de l'interlocutrice par le biais du pathos. J'ai dépassé mes 45 minutes, mais peu importe, c'est pas très grave. J'arrive donc dans ma troisième partie. Alors, bilan de cette deuxième partie, Araminthe évidemment domine l'échange, elle revient sur une décision qui installait Dorant comme intendant et donc comme prétendant. En laissant implicites les sentiments amoureux, elle joue sur ceux du prétendant en question, mais comme celui-ci connaît les projets de Dubois, elle se révèle aussi d'un point de vue amoureux. La domination est de courte durée et la cruelle, pour reprendre un terme utilisé souvent dans le cadre de l'amour courtois, la cruelle retombe dans le marivaudage amoureux et surtout, elle fait retraite, puisque c'est le troisième élément important dans ce texte. Araminthe prise par les flancs, c'est une expression liée à la guerre. Lorsqu'on prend l'ennemi par les flancs, on prend par le côté, alors qu'il s'attendait à être confronté directement. Une retraite par amour, se retraire, c'est-à-dire c'est reculer devant l'ennemi, c'est exactement ce que fait ici Araminthe. On voit d'ailleurs que cette retraite est particulièrement nette, c'est le temps fort de ce passage, de cette valse hésitation dont je parlais initialement. Araminthe, donc par faiblesse, c'est la didascalie de la l'MC 646, donc de la réplique 11, par faiblesse, qui est quand même important, parce que c'est une didascalie qui nous fait entrer dans le fort intérieur, dans l'intimité d'Araminthe, et donc qui est particulièrement important. Et à la double négation, ou à la succession de deux négations de la part de Dorant, Araminthe répond elle aussi par une succession de deux négations. Ces symétries sont assez caractéristiques de ce type de marivaudage, extrêmement élaboré. On pourrait presque parler à certains moments j'ai perdu le terme. Bon, je vais le retrouver, peu importe. De répliques. Ça va pas revenir. Donc je ne dis pas cela, il n'y a rien de résolu là-dessus. On voit bien que c'est tout de même beaucoup moins affirmatif, voire contre-pied inverse par rapport à ce qu'elle avait dit auparavant. Et ici, la succession donc, de négations relève de la même logique que dans la réplique 10, je n'y reviens pas. Il s'agit donc d'indiquer la situation et l'incertitude dans laquelle elle se trouve. Rien n'est résolu.
Et je ne dis pas cela, on voit bien que pourtant, c'est ce qu'elle semble avoir dit, mais il s'agit de ne pas faire passer Dorante de l'autre côté, de le laisser dans l'incertitude, à noter l'utilisation de l'expression sous la forme, donc dans il n'y a rien de résolu là-dessus, sous la forme d'un présentatif nié, il y a plus quelque chose qui est nié, donc il n'y a rien, et rien de résolu là-dessus qui relève d'une construction attributive qui est nominalisée, rien, c'est-à-dire au départ c'est rien n'est résolu, et c'est transformé en complément du nom. Et donc, voilà cette petite étude de syntaxe ici. Mais ce qui est important, donc, c'est le mouvement intime ici qui domine Araminthe, et Araminthe qui est poussée donc à laisser les choses, alors qu'elle sans doute elle est un tout petit peu trop loin, ou du moins que Dorante lui laisse penser qu'elle est allée trop loin. Elle reprend les choses en les laissant dans cette incertitude entre le passé et le présent, entre le possible et l'impossible, qui est tout son objectif. Reprise énergique donc de Dorante, qui veut dominer l'échange. On voit bien ici que l'impératif suggère l'audace du personnage, ne me laissez point dans l'incertitude où je suis madame, avec en plus Dorante qui donne une clé de lecture particulièrement évidente et qui comprend parfaitement la manipulation de son interlocutrice. Et évidemment, là, toujours cette utilisation très stratégique et très syneptique du titre social madame utilisé pour désigner sa maîtresse et sa patronne, sa maîtresse c'est-à-dire celle qu'il aime, la situation de nouveau tournée vers le futur, ne me laissez point dans l'incertitude, suppose donc quelque chose qui commence au présent mais qui va se poursuivre. On est toujours dans cette isotopie prospective qu'on a vue sous autre forme par la suite, par avant, et ici, d'ailleurs, une réplique qui relève presque de la tragédie, une réplique d'ailleurs parfaitement organisée en 3 groupes rythmiques équivalents, ne me laissez point dans l'incertitude où je suis madame, 3 éléments de 5 syllabes, de nouveau donc Araminthe prise par l'émotion, ces formes émotives qui de nouveau se multiplient, d'abord l'interjection, l'exclamation et l'utilisation de l'épanadiplose, autrement dit de la réduplication du verbe je tâcherai au début et à la fin de la phrase, je tâcherai que vous restiez, je tâcherai, avec ici une épanadiplose qui met en valeur l'effort manifeste qu'elle fait en tant qu'interlocutrice pour le garder, mais c'est aussi le rappel de l'obstacle qui en est un malgré tout, mais dont elle grossit l'importance parce qu'elle pourrait très bien dire, comme elle l'avait dit précédemment lorsqu'elle s'opposait à sa mère, qu'il ne s'agissait pas de la faire agir contre elle-même, et c'est d'ailleurs la conclusion à laquelle elle va arriver à la fin de la pièce. Elle est donc gagnée par la pression de Dorante dans ce passage-là, et dans la réplique suivante, Dorante qui veut ne pas laisser les choses dans l'implicite, explicite systématiquement les éléments importants, les éléments stratégiques qu'il importe. Vous m'ordonnez donc de vous rendre compte de l'affaire en question. Et là, on retourne au sujet de la discussion de la scène 12 et à cette fameuse discussion qui donnait lieu à un changement de décision de la part de Dorante. Et donc, il ne veut laisser absolument rien dans l'implicite. Il a tout à fait raison. Il en conclut donc qu'il peut travailler comme intendant, mais aussi que l'amour est toujours possible d'une certaine manière. Ici, Araminthe, malgré tout, reste, pour nous éviter donc de revenir complètement à la situation de la scène 12, elle reste sur une situation d'entre-deux, mais de manière beaucoup moins évidente que précédemment, et c'est donc avec le verbe attendons, qui évidemment a d'une importance considérable, puisque précisément il ne s'agit plus de dire que les choses viennent de l'extérieur, c'est bien elle qui considère qu'on doit être dans l'expectative et qu'on verra ensuite. Et ce qui est important, c'est la stratégie qu'elle emploie pour présenter les choses, stratégie sous la forme d'un système hypothétique, donc avec si plus imparfait, si j'allais épouser le comte pour la subordonnée, et vous auriez pris une peine inutile, la principale étant
au conditionnel passé. Alors, si plus imparfait, l'actualité du fait est révoquée. Autrement dit, ça n'est pas un fait réalisé au moment du présent. Et ce système si imparfait plus conditionnel passé a deux interprétations possibles, soit l'irréel du présent, soit le potentiel, c'est-à-dire quelque chose qui serait virtuel mais qui serait réalisable par ailleurs. Autrement dit, un risque, un danger qui serait réalisable par ailleurs. À noter d'ailleurs que cet imparfait s'associe à l'emploi modal prospectif aller plus infinitif, si j'allais épouser, et ce qui fait qu'on a un jeu entre le danger qui vient, sa révocation comme n'étant pas possible, mais un danger qui est quand même malgré tout potentiel. À noter d'ailleurs que le conditionnel passé est utilisé dans la principale parce que c'est la perspective terminative qui est employée dans la mesure où si elle décidait au moment de T0 de se marier avec le comte, tout ce qu'il aurait fait auparavant deviendrait caduque. Donc ici on a une situation intéressante, c'est que le système hypothétique est utilisé de manière à réviser l'actualité du procès 1. Je ne vais pas me marier avec le comte, récuser l'actualité de ce procès. Pour l'instant, je n'ai pas décidé que. Deuxièmement, à afficher sa sollicitude, je ne veux pas que vous perdiez du temps. C'est ce qu'elle dit par la suite, vous auriez perdu tout votre temps. Et à restructurer une incertitude prospective. Je reviens sur ce que j'avais dit précédemment, l'incertitude et le fait que ça soit lié à la façon dont les choses vont évoluer par la suite, donc une dynamique. À noter que l'hypothèse initiale est rendue comme naturelle si j'épouse le comte, comme s'il était toujours question d'épouser le comte, donc elle ne revient pas sur cette incertitude qu'elle construit au départ. Donc tout l'espace du sentiment amoureux est ici ménagé en rendant l'avancée stratégique intellectuelle nécessaire, ce qui relève en l'occurrence du marivaudage. Dans les répliques qui suivent et vers la fin, on a d'abord Dorante qui réagit au procès 1 à la réplique 16. « Je croyais avoir entendu dire à madame qu'elle n'avait point de penchant pour lui. » De nouveau, il revient au passé et à ces éléments qu'elle oublie dans la présentation des choses, de manière à reconstruire cette situation utopique et idyllique précédente. C'est la raison pour laquelle il insiste sur ce procès 1, et non pas sur le procès 2, qui serait le temps perdu par Dorante pour son tour sur son travail, avec donc ici une lecture émotionnelle, évacuer le rival, mais aussi une lecture professionnelle, vous êtes à la source de ce travail et vous devez être cohérente. Nous sommes encore dans des formules qui rappellent l'incertitude, croire, par exemple ici de nouveau utilisé, verbe beaucoup utilisé d'ailleurs dans ce passage, je croyais avoir entendu dire à madame qu'elle n'avait point de penchant pour lui, avec un croire qui est de l'ordre de la modalité épistémique et aussi de la précaution oratoire. Et autre incertitude, c'est le rappel du passé, avoir entendu madame avait en rupture avec le propos présent, avec la façon dont les choses sont prévues, comme s'il s'agissait, c'est même pas comme si d'ailleurs, il s'agit d'indiquer à Araminte qu'elle est illogique, et elle rend les choses incertaines parce qu'elle est illogique dans son propos. Réponse elliptique d'Araminte à la réplique 17 qui est importante parce qu'elle signale que l'énoncé se réduit de plus en plus avec une négation partielle donc temporelle qui reprend toujours cette isotopie prospective dont j'ai parlé tout à l'heure, mais une ellipse et une brièveté qui donc indique qu'elle est prise par l'émotion dans sa stratégie, qu'elle ne parvient plus à mentir, autrement dit à faire de fausses confidences, elle est prise cette fois-ci par son cœur, et dans la réplique 18, nous voyons bien que c'est Dorante qui est le meneur de jeu ici, dans cette troisième partie du passage, avec Dorante qui insiste sur la situation de veuvage d'Araminte. Votre situation, c'est l'expression anaphorique qui résume la situation, donc l'état de veuvage d'Araminte par la suite, mais qui ne précise pas d'ailleurs, ça n'est pas une description, ça n'est pas une anaphore descriptive, mais plutôt qui résume l'idée principale. Et si tranquille et si douce, on voit bien ici l'utilisation de ces deux épithètes qualificatives, donc avec une épanaphore de l'adverbe intensif, épanaphore parce que c'est la répétition au cours d'une énumération du même adverbe intensif au fur et à mesure des éléments décrits,
avec une épanaphore hein, dont l'élément intensif est particulièrement évident. Il y a un élément important à commenter, c'est le d'ailleurs, hein, qui est ici une locution adverbiale d'origine prépositionnelle. Ce d'ailleurs suppose un changement de plan logique. On change. Autrement dit, il est en train de dire « vous êtes libre de toute entrave ». Il change la perspective pour lire l'actualité, pour lire le présent, pour lire précisément la prise de décision par rapport à la situation qu'a faite son interlocutrice. Et deuxièmement, il indique, ce d'ailleurs, qu'il y a un élément nouveau qui est sans rapport nécessaire avec ce qu'on vient de dire. Autrement dit, ce qui est derrière d'ailleurs semble être un élément secondaire. Mais évidemment, ici on peut parler d'une stratégie de sous-énonciation de la part de Dorante. On parle de sous-énonciation quand on veut faire passer quelque chose de secondaire, quelque chose d'essentiel sur le plan secondaire. Donc on semble mettre un tout petit peu sous le tapis quelque chose qui en fait est absolument essentiel, hein, ce qui est tout à fait le cas ici. Dorante, ça succède à un certain nombre d'autres propositions qu'a faites Dorante par la suite. Vous ne l'aimiez pas, vous l'aviez dit plusieurs fois, d'ailleurs c'est votre mère, ainsi de suite. Bon. Et donc, évidemment, nous sommes ici dans une stratégie hein, de gain et de marivaudage, hein, d'association de l'amour et entre guillemets de la bataille entre les deux, qui est importante. Concernant ceci, d'ailleurs, j'oubliais de dire un élément important. Votre situation est si tranquille et si douce, mais laisse en suspens quelque chose, puisqu'on s'attendrait à avoir une subordonnée consécutive par la suite, si que, avec une conclusion qui, en fait, ici est aisément restituable. Votre situation est si douce et si tranquille que vous n'avez pas besoin de vous marier, en tout cas pas besoin de vous marier avec quelqu'un que vous n'aimez pas. Cette conclusion est aisément restituable mais implicite. C'est ce qu'on appelle un antimème. J'ai mis l'orthographe du mot dans mes notes, c'est-à-dire un raisonnement lacunaire pour lequel l'énonciateur laisse deviner la partie manquante aisément restituable, évidemment un raisonnement, un antimème qui est particulièrement important, puisque précisément il impose à l'interlocutrice de faire le reste du raisonnement toute seule. Donc Dorante lui aussi répond elliptiquement, comme elle l'avait fait précédemment, ce qui est en l'occurrence très net et très clair du point de vue d'utilisation du marivaudage, et il rappelle le présent, il la rappelle au présent, hein, votre situation est si tranquille et si douce, alors qu'on était tout à l'heure précédemment dans le passé. Il rappelle le présent avec ici ce que j'appellerais une version marivaudée du carpe diem, profiter de l'instant présent, ce qui implique aussi, du point de vue prospectif, c'est-à-dire du point de vue du futur, que le mariage avec le comte est un emprisonnement par intérêt et donc une erreur forcément. Les conclusions du jeu donc entre les deux, avec de nouveau un aparté de la part d'Araminte. Rappelons que la scène avait commencé déjà par une proposition dite seule, donc sous forme de soliloque, par Araminte. Aparté donc qui confirme au spectateur la dynamique ludique et amoureuse et ambivalente dans laquelle évolue Araminte et donc Dorante aussi, et avec une interjonction qui suppose une rupture avec ce qui précède, et bien, puis ouida, qui est un renforcement énonciatif de l'affirmation, et de nouveau une épanadiplose, en écho à la réplique numéro 13, la sortie donc de l'incertitude ici, examiner toujours, examiner donc, et puis un déroulement du point de vue cette fois-ci d'une action, un déroulement narratif de ce qui va suivre, qui prouve précisément que tout ce qui s'est passé n'était pas narratif, c'était plutôt de la négociation, très clairement, négociation marivaudée, dans le marivaudage, négociation sur la pointe, véritablement d'une situation très très précise, et dans laquelle la stratégie est absolument essentielle, stratégie notamment du rappel des forces en présence précédentes et de l'état de l'action précédent. Donc Araminte qui a fini par se laisser gagner par l'émotion et par son amour, et toute cette partie qui repose sur l'incertitude de la situation dont joue le personnage féminin. Il y a suspension du cours de l'action pendant cette scène, sans mauvais jeu de mots économique, encore qu'on puisse tout de même le faire, pour goûter la finesse d'une pointe sous la forme d'une mise en scène interne où la manipulation est révélatrice du vrai et du faux.
Pour le mot de pointe, j'ai donné une définition à la fin de mes notes sur le fait que la pointe désigne au XVIIe et au XVIIIe siècle un trait d'esprit, enfin d'ailleurs jusqu'au XXe, encore aujourd'hui, c'est dans les dictionnaires, un trait d'esprit, ce qu'on appelle aussi le wilt, en anglais, W-I-T, mais je joue évidemment de l'expression discussion sur la pointe d'une aiguille, qui est dans le CNRTL, d'ailleurs, dans le Trésor de la langue française, au mot pointe, c'est-à-dire une dispute qui porte sur un point détail, ici apparent en l'occurrence, mais une discussion qui suppose une grande finesse de la part des deux personnages, et je ferai un rapprochement avec une formule célèbre de Voltaire concernant Marivaux, qui goûtait assez peu Marivaux. Voltaire qui disait « il pèse des œufs de mouche dans des balances de toile d'araignée », ce qui est assez juste d'une certaine manière, et fort bien dit, mais ça n'empêche pas qu'il y ait un grand intérêt à ces jeux et au jeu de ce marivaudage. Donc on voit bien ici combien la stratégie Dubois importe, dans la mesure où il s'agit de comprendre que Araminthe, qui se croit meneur de jeu, est en fait joué par Dubois, et Dorante, qui est censé être la victime, est en fait le complice de celui qui est le meneur de jeu, mais en même temps, il est aussi la victime de ce jeu qui fonctionne quand même en partie de la part d'Araminthe, et il sent les choses arriver, donc c'est ce danger précisément, cette incertitude dont j'ai beaucoup parlé, qui est importante dans cet élément. Évidemment, on pourrait aussi rappeler la question de la comédie sombre et l'hypothèse d'une comédie sombre faite par un certain nombre de personnages. On voit bien ici qu'il s'agit de comédie de façon tout à fait évidente. Sombre, je ne pense pas. En revanche, avec des modalités différentes, nouvelles, beaucoup plus de jeux sur le langage, sur la préciosité, pour utiliser les éléments qu'on donne fréquemment au sujet de Marivaux, préciosité, donc un courant du XVIIe siècle, on parle de nouvelle préciosité d'ailleurs pour Marivaux. Préciosité donc, c'est le fait que tout se passe par le langage et dans le langage, et que tout se passe dans une grande finesse intellectuelle, une grande finesse linguistique aussi, et qu'il s'agit en fait d'une espèce de valse-hésitation, de ballet amoureux et langagier à l'intérieur du théâtre, et que le théâtre précisément a pour objectif de déployer dans toute sa puissance, et c'est évidemment une des scènes particulièrement importantes de ce point de vue-là. Bon, j'ai été très long, mais je crois que j'ai quand même fait la totalité de ce que je voulais faire sur cette explication, d'autant plus importante qu'elle nourrit quand même la dissertation de manière tout à fait évidente. J'ai rappelé la méthode, j'ai rappelé des grands éléments concernant la stratégie pour faire une explication de texte et pour la produire. Voilà, j'espère que tout ça va vous servir, et encore une fois, vous me direz s'il y a des choses à ajouter ou à modifier. Merci.